Salam alaikum, je m'appelle Souad Gursu, je fais partie du projet Sans Voix de la plateforme Les Musulmans. Dans le cadre de ce projet, on a mis en place un pôle professionnel qui vise à mettre en avant des profils inspirants tant sur leur personnalité que leur parcours professionnel. C'est parti! Saïd, là j'ai une question. Ça, en plus, c'est une vraie question que je me pose. Tous les visios que j'ai fait avec toi, tu as toujours disparu en plein milieu. En plus, le pire dans tout ça, c'est que tu es présent, tu es actif, tu parles. C'est pas comme quelqu'un qui parle pas et tout, qui disparaît. Et je me dis, aujourd'hui, tu vas disparaître ou pas? En général, c'est dû à ma batterie de téléphone. En tout cas, pour moi, c'est un énorme plaisir de te retrouver en physique. Je sais que là, tu vas pas pouvoir partir, on t'a bloqué, on a tout bloqué derrière. C'est un énorme plaisir pour moi de te retrouver. Est-ce que tu peux te présenter, qui tu es, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Je m'appelle Saïd Lasmak, j'ai 30 ans, bientôt 31. Aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. D'abord, je suis consultant dans un cabinet de conseil, d'accord? C'est l'activité principale suite à mes études. Okay. À côté de ça, j'ai une activité aussi associative, donc à travers plusieurs associations. Et enfin, je suis en train de lancer ma propre structure, donc une société qui, pour moi, un peu l'aboutissement de ces quelques années de conseil. Donc, c'est de pouvoir remettre en pratique tout ce que j'ai acquis à travers plusieurs grands groupes et de pouvoir donner aussi un peu plus de sens dans une activité professionnelle. Et justement, ce que tu mets souvent en avant dans ton parcours, c'est que tu as initié, voire tu as eu cette chance d'initier très tôt des projets associatifs, voire des projets globaux en France. Très tôt, c'était à quel âge? 15 ans. À 15 ans, tu vois. Et comment tu as vécu ça? C'est quoi le retour d'expérience que tu en as aujourd'hui sur ces projets-là? D'abord, il y a un élément contextuel qui fait que j'habitais dans un endroit où il n'y avait pas grand monde, il y avait 3000 habitants. Donc, face à l'ennui, soit on est très créatif, soit on meurt. Et moi, j'ai réussi à être un peu créatif. En tout cas, c'est ce qui m'a amené à faire autant de choses aujourd'hui. Et avec cette créativité-là et des amis d'enfance, on a initié donc un premier projet autour de la musique d'abord. Parce que voilà, on savait pas jouer à la musique, on savait rien faire et on a appris un peu sur le tas et grâce à ce projet-là, en réalité, ça m'a permis d'ouvrir le champ des possibles énormément. Pourquoi? Puisque déjà, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des choses sympas en dehors du foot, parce que nous, on jouait énormément au foot. C'était où? C'était à Sainte-Bazeille, dans le Lot-et-Garonne, 47, il faut que je fasse représenter comme ça. Et en réalité, ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'on pouvait énormément entreprendre, même en n'ayant aucun moyen. Et c'est un peu le message aujourd'hui, si j'ai un message à faire passer, c'est celui-ci, c'est qu'on vit dans un pays où on met à disposition énormément de ressources. En tout cas, j'ai saisi cette opportunité-là, d'abord en répondant à un appel à projet. Il y avait pour objectif d'encourager toutes les initiatives locales, et c'est ce qu'on a fait. Et on a remporté 1 600 € du coup pour pouvoir répondre à ce projet-là. Ce qui pour nous était invraisemblable, 1 600 € quand tu as 15 ans, t'as l'impression que tu as gagné au loto, tu vois. Et surtout, on s'est dit, on va pouvoir un peu professionnaliser tout ce qu'on mettait en place, acheter du vrai matériel, etc. Et finalement, d'un petit passe-temps créatif, c'est devenu un vrai plaisir et on a essayé de le tourner vraiment avec une utilité. Et donc l'objectif, c'était pour nous de dénoncer toutes les formes de violence à cet âge-là. Et donc on a fait un peu notre petit concept, on a aussi continué à avancer. Puis là, on a aussi été sollicité par d'autres organismes, la MSA par exemple. On s'est déplacé à Paris, c'était mon premier voyage à Paris, tu sais, le petit campagnard, l'Africain à Paris, c'était moi. Et en réalité, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, attends, on est parti de zéro. Aujourd'hui, avec aucun moyen, si ce n'est notre motivation, on est arrivé à faire ça. En réalité, le champ des possibles, il y avait comme quelque chose qui s'est débloqué dans mon esprit, qui m'a dit la seule chose qui peut faire la différence, c'est toi. Et donc du coup, j'ai à partir de ce moment-là commencé à entreprendre. C'est ce qui m'a donné aussi envie de pouvoir intégrer une grande école par la suite. Ça a été vraiment ce déclic-là. En voulant être utile aux autres, en réalité, j'ai été utile à moi-même et c'est vraiment ce que j'en ai retenu. Et justement, là, tu arrives à une époque où tu dois faire face à ton cursus professionnel, d'abord ton cursus pour te former, universitaire, études supérieures. Et du coup, tu es intéressé par les écoles de commerce. Comment s'est passé ton cheminement à ce niveau-là? En réalité, j'aurais aimé que ça soit aussi simple, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que suite à mon bac, j'ai fait un BTS, voilà, je ne savais pas quoi faire et dans mon lycée on parlait que de ça, donc j'ai suivi la voie. J'étais intéressé par le management, donc j'ai essayé de trouver un BTS qui me correspondait. Puis suite à mon BTS, je me rappelle encore très bien avoir parlé à ma professeure, lui dit voilà, j'ai envie de continuer, qu'est-ce que je peux faire? Et son message a été, écoute, moi je t'ai aidé jusqu'au BTS, la suite ça ne me regarde pas. Et ça a été quand même un message fort pour moi, parce que je ne savais pas vers où aller. Et à ce moment-là, par chance, j'ai trouvé une publicité d'une école de commerce qui n'était pas chère, parce que école de commerce, on pense à 10 000, 15 000 €, etc.
Puis là, c'est 500 € l'année. Je me dis, c'est une super opportunité. J'y vais. Je passe les entretiens. J'ai été pris, j'avais pas d'argent. C'est ma sœur qui m'avait payé les concours parce qu'il faut payer les concours. Ça aussi, c'est un blocage mental de se dire, on doit payer pour passer les concours. On n'est pas sûr d'être pris. Et finalement, j'ai été pris. En fait, l'école, c'était pas 500 €. L'école, c'était 8 000 €. Et moi, je suis tombé sur une information qui était mauvaise dans un forum. Et finalement, je me suis dit, ben voilà, j'y suis, qu'est-ce que je fais? Le comparatif, il a été simple. Je regardais ce que je pouvais gagner et je regardais ce que ça m'a coûté. Puis mon père, il a mis un peu la main à la poche. Il m'a dit, on va se débrouiller, on va trouver les moyens. Donc 8 000 € à l'année, ton père, il avait économisé pendant quelques temps pour faire une Umrah. Et là, il a quand même cet état d'esprit de penser à toi et de dire, c'est pas grave mon fils, tiens, je te les donne pour toi. Et ça, je pense que ça a été pour toi un énorme coup de pouce. Tu peux le remercier. Franchement, je le remercie tous les jours. Et mon objectif là, c'est qu'Inch'Allah, on puisse la faire ensemble pour lui rendre un peu ça. Ben, je te le souhaite, Amine. Et tu arrives en école de commerce du coup. Tu y es, tu es dedans. C'est vrai que pas beaucoup de musulmans ont cette chance de faire l'école de commerce, soit parce qu'ils n'ont pas forcément l'information, soit justement parce que c'est la question financière. Toi, comment tu as vécu cette expérience-là? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à d'autres personnes qui aimeraient intégrer aussi cet univers-là? En réalité, ça ne touche pas que les musulmans. C'est vraiment un problème, je dirais, plutôt social. Parce que même dans les musulmans, tu as des personnes qui sont plutôt aisées socialement, d'autres un peu moins. Et au contraire, les écoles, elles font tout pour toucher cette diversité-là. Donc, tu regardes aujourd'hui à l'ESSEC, tu as des programmes qui s'appellent Pourquoi pas moi, où ils vont aller chercher des personnes issues de milieux un peu divers. Tu vas avoir des programmes comme à l'IMT, où justement, ils vont faire en sorte que pour les boursiers, ça soit gratuit. Donc, il y a énormément de dispositifs qui existent, sauf qu'on a face à soi des personnes qui vivent dans un milieu, enfin, une espèce de paradigme, où ils se disent, c'est pas fait pour moi, ça coûte trop cher, comme moi à l'époque. Et heureusement que j'étais trompé par ces 500 €. Et donc, je ne peux pas y aller, j'ai pas les moyens d'y aller, ça me correspond pas. Et pas plus tard qu'il y a encore quelques mois, j'accompagnais 2 jeunes qui voulaient intégrer une grande école. Et eux, leur blocage, c'était une grande école, c'est vraiment une élite, je suis pas fait pour ça, je suis pas capable de le faire, etc. Ben tiens-toi prêt, les 2 ont été acceptés. Et sans difficulté, ils ont une très bonne moyenne, etc. En réalité, c'est juste du coaching mental. Et c'est pour ça qu'est né en fait le projet RMGE qui aujourd'hui s'appelle Novae. Mais c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'on voit que on se met des blocages nous-mêmes. Ces blocages-là, comment les déconstruire, comment aller de l'avant, comment on peut vraiment passer au-delà de tout ça? D'abord, je pense qu'il y a un état d'esprit à avoir. C'est-à-dire que si toi-même, tu n'as pas envie de sortir de ta situation, d'évoluer, d'avancer, personne ne pourra le faire à ta place. Et la deuxième des choses, c'est l'environnement, les fréquentations qui y jouent énormément. Si on se retrouve à rester dans un cercle fermé, à vivre dans le sens négatif du terme, mais que dans sa petite communauté, ben on n'avance pas. On ne regarde pas tous les scénarios qui existent. Et la vraie richesse d'une personne, c'est de pouvoir fréquenter tout type de personnes, y compris des personnes qui ont excellé, des personnes qui ont moins excellé, mais etc. Et c'est enrichissant. Il faut regarder tous ces exemples-là et se dire, ben moi, vers quoi j'ai aussi envie d'aller. Et une fois qu'on regarde ces modèles-là, ben peut-être qu'on peut s'inspirer de leur parcours pour pouvoir faire pareil. Et tout ça, cette expérience-là, tu la retires vraiment notamment ton expérience associative. Est-ce qu'aujourd'hui, il t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui? Clairement, mais de très très loin. C'est-à-dire que grâce à ça, en fait, j'ai découvert l'entrepreneuriat, parce qu'on n'en parle pas, mais l'association, c'est entreprendre. Tu as 0 et tu dois essayer de faire des trucs. Donc, autant dire, c'est la meilleure expérience d'entrepreneuriat. Ça ne sert à rien de commencer avec de l'argent. L'argent, c'est qu'un moyen. En réalité, il existe plein de moyens aux alentours. Et c'est ce que m'a appris le concept associatif, le modèle associatif. En plus, on est obligé de se forger des réseaux. Pourquoi? Parce qu'on peut tous s'entraider. Donc, lui, il connaît telle boulangerie qui peut peut-être nous permettre d'avoir des pains au chocolat pour réaliser tel événement. Lui, il connaît une salle, etc., etc. Et donc, en fait, c'était même pour moi finalement devenu un prétexte de travailler dans le monde associatif parce que ça m'a permis de créer des affinités. Et même mes proches, je les voyais là-dedans et ça me permettait en fait d'entretenir ce lien-là. Et s'il n'y avait pas le monde associatif, en réalité, il y a plein de personnes que j'aurais perdu de vue. Il y a plein de projets personnels que, moi-même, je me suis découvert où on doit organiser des événements pour 300 personnes. Il faut vraiment au bout d'un moment être là jusqu'au bout pour se dire on n'a plus le choix, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ce que m'a apporté l'associatif et je suis très reconnaissant. Encore une fois, en voulant aider les autres, en fait, on apprend soi-même. Et cette question du réseau que tu as évoquée, elle est hyper importante. C'est pour ça que dans le cadre de ton parcours justement en école de commerce, tu participes avec des amis, il me semble, des collègues aussi, à créer Novae, anciennement RMGE. En réalité, ça part du constat que j'ai présenté avant. C'est-à-dire, on s'est retrouvé comme beaucoup à être dans une grande école un peu par hasard. À titre d'exemple, je ne savais même pas que c'était une grande école que je rejoignais. Je pensais que c'était une école de commerce lambda. Et c'est que quand je suis arrivé dedans, où j'ai vu des gens qui disaient « Ah, elle est classée 10e, 5e, 6e ». Je ne savais même pas qu'il y avait un classement qui existait. Et donc, je me suis rendu compte qu'en réalité, l'information ne circulait pas de la même manière.
même s'il y avait une volonté des écoles, des institutions à vouloir faire en sorte qu'il y ait de la diversité, mais pourquoi on ne sait pas, mais il manque un maillon de la chaîne qui fait que l'information ne redescend pas. Et nous, l'enjeu de Novae, ça a été de pouvoir remonter ces informations, les communiquer avec un focus qui était grande école, parce qu'il y a d'autres structures associatives qui avaient aussi d'autres messages et on les soutient, mais on s'est rendu compte que pour ce message de grande école, il y avait un chaînon manquant. Et on s'est dit, on va essayer de faire cet intermédiaire et donc d'aller pousser l'information, être présenté peut-être des personnes qui ont réussi grâce à ces parcours-là, sans dire que c'est le meilleur modèle. Juste prenez l'information et faites-en ce que vous voulez, mais au moins vous aurez toutes les clés devant vous et vous aurez le choix devant vous. Et comment ça se matérialise ce réseau concrètement? Comment vous l'avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez fait au départ? C'est vrai que c'est un réseau qui s'est pas mal développé, qui a été à l'initiative de pas mal de choses. Au début, ça s'est matérialisé par une bande d'amis tout simplement qui s'est retrouvée, qui a essayé de mettre en place des conférences, parce que c'était un peu ce qui nous a fait connaître au début, c'était vraiment à travers des conférences où on avait eu des personnes assez importantes dans la communauté ou dans le monde entrepreneurial ou entreprise. On les a fait venir et puis c'était une conférence et puis les gens se retrouvaient avec une raison de venir et de voir un peu des gens qu'on ne voyait peut-être qu'à la télé. Est-ce que ça n'a pas été aussi ce réseau-là un moyen pour vous de vous retrouver avec des valeurs communes? Parce que je suppose qu'arriver en école de commerce, tu es un peu chamboulé par rapport à ce que tu vis, confronté à des valeurs qui ne sont pas forcément les tiennes. Comment ça se passe? Oui, clairement, c'est tout à fait ça. D'autant plus que pour ma part, j'ai une famille super soudée, j'ai des amis d'enfance super soudés avec qui j'avais monté ce projet-là. Et là, je partais vers l'inconnu. Donc j'arrivais dans un endroit où je ne connaissais rien, je ne connaissais pas les codes. Et d'ailleurs, dès qu'on arrive, on nous parle du week-end d'intégration. Et on ne se sent pas forcément concerné par le week-end d'intégration parce qu'on a envie de le faire pour justement s'intégrer parce que c'est le message qu'on nous fait passer. En réalité, il y a plein de choses qui se passent dans les week-ends qui ne nous intéressent pas. Et donc, ça a été déjà une première décision que de décider de ne pas y aller et peut-être de se mettre aussi en recul par rapport à l'intégration qu'il y avait. Donc déjà, je me sentais un peu différent dans ce sens-là. Mais en réalité, il vaut mieux avoir peu de personnes avec qui on s'entend bien que beaucoup de personnes avec qui on s'entend bien. Et le fait est que j'ai réussi là aussi à travers cette école de commerce à rencontrer des amis aujourd'hui avec qui on est hyper soudés parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait ces valeurs communes. Et en réalité, si tu regardes à l'échelle d'une école, on n'est pas nombreux. Si tu regardes à l'échelle de la France, on est nombreux. Et c'est pour ça qu'est né justement Novae. C'est non seulement de pouvoir aider les jeunes à entendre parler de ce type d'école et de réseau, et de l'autre côté, de pouvoir entraider les personnes qui sont déjà actifs et de leur dire venez, on va s'entraider, on travaille tous peut-être dans des secteurs différents, complémentaires. Et je le vois aujourd'hui dans des projets que je mène, c'est encore des gens que je sollicite. Peut-être que je les sollicite qu'une fois par an, mais grâce à ça, j'arrive à garder contact avec ces gens-là et ça devient des amis avec le temps. Forum d'orientation, tu ne nous as pas parlé. Tu peux en reparler brièvement parce que ça, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça tourne sans toi. C'est très simple, en réalité, j'ai rien inventé. Tout ce que j'ai mis en place, c'est parce que je l'ai vécu. Donc, au même titre qu'on a créé, Novae a été créé et que j'ai rejoint le mouvement parce que moi-même, je m'étais senti un peu à l'écart de ce modèle école de commerce au début et que je n'avais pas eu l'information. Et avec des amis à moi, on a travaillé pour créer Savoir ses pouvoirs, qui était justement l'information pour que les lycéens puissent avoir accès à tout type de formation sur le parcours académique. Comme je l'ai dit, après mon bac, j'ai fait un BTS parce que c'était la suite logique. En réalité, peut-être que j'aurais pu faire une prépa, j'en avais jamais entendu parler. Peut-être que j'aurais pu faire un DUT, j'en avais jamais entendu parler, etc. Et l'enjeu, c'était de pouvoir aider les gens après le bac, mais aussi après le bac plus 2. Et donc, d'où est né Savoir ses pouvoirs et ensuite Novae. Donc, un forum d'association, d'orientation que tu mets en place, que la mairie elle-même se saisit parce qu'elle trouve que c'est une super initiative et derrière quand elle continue à faire chaque année sans que toi tu sois là, que tu sois peut-être parmi nous pendant que tu tournes cette vidéo. Donc ça c'est génial, vraiment tu arrives à mettre en place quelque chose qui tourne tout seul, tu as réussi à automatiser la chose qui a un impact vraiment auprès des jeunes. Donc ça c'est vraiment génial et je te félicite pour tout ça. L'ensemble de ces initiatives que tu as réalisées te donne envie de continuer aujourd'hui. Tu mets en place un projet qui s'appelle Chloé, qui est un très beau projet. Avec du recul, on pourrait penser que tout a une histoire commune et que c'est calculé, alors que pas du tout. Dans ma propre histoire, toujours, dans mon constat, j'ai été amené à aller aux États-Unis. Donc c'était une superbe expérience. J'avais jamais voyagé de ma vie à part pour aller au Maroc avec mes parents. Et j'ai eu l'opportunité du coup d'aller là-bas. En partant là-bas, je ne savais rien. C'est-à-dire que j'avais juste un lieu de stage où j'allais effectuer mon stage, mais je n'avais ni appartement,
j'avais ni contact sur place. Et je me suis retrouvé à devoir réserver un logement sans y avoir mis les pieds, à payer quelqu'un que je ne connaissais pas, en envoyant un chèque. Je ne savais même pas si c'était un propriétaire ou pas. C'était même pas mon chèque en plus, c'est celui de mon père. Donc j'ai vraiment mal vécu cette période où j'ai dû aller dans un endroit inconnu et sans avoir vraiment les ressources personnelles pour y aller. Je ne me sentais pas de réserver un hôtel. Financièrement, c'était compliqué. Hein. Déjà de payer 500 € un loyer sans revenu, c'est compliqué quand on est étudiant. C'était compliqué cette expérience aux États-Unis. Même malgré tout, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vraiment adoré. J'ai rencontré plein de gens, c'était hyper enrichissant. Je me suis rendu compte de la force d'avoir une communauté musulmane dans d'autres pays. Et quand je suis rentré en France, je suis parti en Finlande cette fois-ci. Donc pays complètement différent. Et là, c'était une expérience aussi totalement différente. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver, on m'a trouvé un logement, on m'a donné une adresse, on m'a donné un référent, un tuteur. En fait, c'était le tapis rouge qu'on me déroulait. Et je me suis dit, c'est dommage, pourquoi je n'ai pas vécu cette expérience aux États-Unis? Et pourquoi les étudiants qui viennent étudier en France, ils vivent la même expérience que moi aux États-Unis plutôt que l'expérience finlandaise? Je me suis dit qu'il y avait un problème là-dedans. J'ai décidé avec ma sœur de pouvoir entreprendre ce projet-là. Et le projet, on l'a appelé Chloé pour Centre de logement étudiant. C'est très simple. L'objectif, c'est que on noue des partenariats avec les écoles qui, elles, éprouvent aussi beaucoup de difficultés à loger leurs étudiants, d'autant plus qu'ils sont étrangers. Donc quand tu arrives avec un papier russe ou polonais face à un propriétaire qui parle que franco-français, qui voit des documents étrangers, il va plutôt privilégier quelqu'un qui est français. Donc nous, notre intérêt, c'est de pouvoir nouer le partenariat avec les écoles, pouvoir leur dire on peut accompagner vos étudiants étrangers. On noue des partenariats aussi avec des cautionnaires comme Visal, comme GarantMe, qui eux peuvent se porter garant pour les étudiants. Et derrière, on noue des partenariats avec des bailleurs, que ce soit des résidences étudiantes, que ce soit des propriétaires particuliers. Et on leur dit faites-nous confiance. Nous, on va gérer la relation entre ces trois-là et tout va très bien se passer. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à entreprendre en 2018. D'abord avec 3 étudiants qui venaient des étudiants marocains. Donc, j'étais encore plus content de pouvoir faire le lien entre mes 2 origines, enfin, françaises et marocaines. Et aujourd'hui, ça se met en place. On a 6 préaccords d'écoles, donc voilà, dont 2 écoles qui ont signé. Ça fait au total à peu près 8000 étudiants et sur la région donc, de Toulouse, donc c'est beaucoup d'étudiants. Là, l'enjeu, c'est qu'on développe la partie parc immobilier, d'avoir des partenariats, etc. Faire en sorte que chaque étudiant étranger qui vient en France se dise en France, on sait m'accueillir, on m'accueille bien et je vais passer une superbe expérience. Donc j'aimerais que les étudiants qui viennent puissent repartir avec cette image-là. C'est impressionnant de voir à quel point, au final, tu es animé par le fait d'aider les autres. Depuis que tu es petit, depuis que tu as 15 ans, ton objectif, c'est d'aider les autres. Aujourd'hui, tu passes justement sur la volonté de te professionnaliser. Pourquoi tu ressens ce besoin aujourd'hui? Déjà, il faut savoir que Chloé, c'est un modèle hybride. Ce n'est pas qu'une entreprise, c'est une association et une entreprise qui travaillent ensemble. D'accord? Pourquoi une association? D'abord parce que c'est un service que je veux proposer le plus gratuitement possible aux étudiants. Mon objectif, c'est que les étudiants, ils arrivent, s'ils doivent payer un peu, ils payent pour qu'on puisse faire vivre notre structure associative. Mais derrière, il y a une entreprise qui, elle, va toucher des investisseurs et les inciter à investir pour acquérir des biens et les mettre à disposition de ces étudiants-là. Donc c'est vraiment un mélange des deux qui aujourd'hui compose la structure Chloé. Donc finalement, je n'ai pas vraiment quitté le monde associatif. Je suis encore avec les deux. Mais si j'ai mis en place ce modèle hybride, c'est parce qu'on le sait, j'ai fait plusieurs associations, toi aussi. Le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et parfois, on perd plus de temps à aller chercher de l'argent qu'à monter des projets. Moi, mon objectif, c'est que le projet s'autofinance. Donc, avec un projet qui s'autofinance, qui permet de payer des salariés qui sont là pour répondre aux étudiants, qui permet d'accompagner les étudiants à n'importe quelle étape de la vie sans avoir à aller chercher des subventions, franchement, j'estime que c'est ce qui me permet d'avoir le projet le plus périn possible. En quoi c'est important justement pour toi d'aller chercher cet impact-là? Tu sors d'une grande école de commerce, tu travailles dans un grand cabinet de conseil, tu peux mener ta belle vie, entre guillemets, un bon salaire et mener ta belle vie parisienne, voyager, etc. Pourquoi ça ne t'intéresse pas ça? Pourquoi tu veux aider les autres? Pourquoi tu veux avoir cet impact-là? La réalité, c'est qu'on a beau faire les meilleures études qu'on veut, donc une grande école, quelle qu'elle soit, peu importe. On a beau essayer d'intégrer les grands groupes parce que ça fait rêver. En réalité, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui est insatisfait. Et on se rend compte surtout que cette insatisfaction, elle ne dépend pas de l'argent. On a beau essayer de négocier son salaire à la hausse, on ne se sent pas plus heureux pour autant avec 10K, 20K, 50K ou 100K. Surtout qu'on en fera le même usage, c'est-à-dire manger, dormir et se payer du matériel. Du matériel qui, au bout de 10 ans, n'aura plus de valeur, donc ça ne sert à rien en soi. Et très vite, je me suis rendu compte que l'argent, en fait, ce n'est pas une fin en soi. Que ce qui va nous importer finalement, c'est de pouvoir être utile et d'avoir des hasanats tout simplement, en fait, de pouvoir se dire en réalité, je suis utile, mon projet il tourne tout seul et j'ai un impact positif parce que moi, quand j'ai eu besoin des gens, les gens ils étaient là. J'ai toujours vécu avec cette bienveillance. Et est-ce que justement tes valeurs, ta foi, ta religion a un rôle important dans l'ensemble du travail que tu mènes aujourd'hui?
Bien sûr, elle est fondamentale. Mais j'ai envie de dire, elle est fondamentale, pas parce que je suis musulman, mais parce que j'en suis sûr qu'il y a plein de personnes qui soient musulmans ou pas, ils auront peut-être cette même motivation. Et c'est ce qui me compose en tout cas, c'est ce qui compose plein de personnes. Bien sûr, moi j'en suis sûr, c'est parce que je suis musulman, mais pas que. Il y a des personnes qui sont musulmans qui auront peut-être d'autres envies plutôt business. Il y a des personnes qui seront musulmans qui feront d'autres choses encore plus ouf. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qui m'anime. Mais il y a surtout la part d'humanité en chacun qui fait que tout le monde, plutôt que de vouloir avoir une grande voiture et une grande maison, à un moment donné, on a envie de faire quelque chose. Après, il y a des choses qui se font publiquement, il y a des choses qui se font plus dans le privé. L'enjeu, c'est de bien dormir. Et moi, mon objectif, c'est de bien dormir. Là, tu es encore consultant. Ça fait combien de temps que tu es sur un poste de consultant? Ça fait maintenant 8 ans. Ok. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont nous écouter, souvent on se pose la question, notamment sur l'entrepreneuriat. Est-ce que à la sortie de mon diplôme, je vais travailler un peu, acquérir de l'expérience et ensuite je me lance dans l'entrepreneuriat? Mais on voit aussi de plus en plus une jeunesse qui se lance tout de suite. C'est non, l'expérience, moi je préfère apprendre sur le terrain, etc. Quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que je suppose que l'expérience que tu as, elle t'a apporté aussi énormément? Bien sûr. Après, ça dépend des états d'esprit, ça dépend surtout des personnalités de chacun. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus matures, beaucoup plus autonomes et qui peuvent se lancer. Ils se disent je vais apprendre et puis je vais aller de l'avant et ils y arrivent. J'en connais des personnes qui n'ont même pas eu de CDI, qui ont entrepris et leur start-up, elle pète, elle cartonne, etc. A contrario, il y en a d'autres, ils ont besoin d'avoir un cadre, une formation, etc. Ça a été mon cas à moi. Ça a été bien en tout cas de pouvoir intégrer des grands groupes. Parce que je me suis rendu compte, et je vais partager un secret avec toi, que même les grands groupes commettent des erreurs catastrophiques. Et quand tu vis dans un grand groupe qui fait une erreur, tu te dis même moi je ne l'aurais pas faite, et bien en vrai tu n'as pas peur d'entreprendre. Tu te dis si eux, avec tous les moyens, ils la font, ben moi c'est quoi le problème? Au pire, il va se passer quoi? Au pire, ça va m'impacter moi, versus eux, ça les impacte sur 5 000 salariés. Donc il y a plein, en fait, le fait moi de pouvoir travailler dans un grand groupe, ça m'a démystifié un grand groupe. Peut-être que si j'avais commencé directement, d'ailleurs, j'aurais pas eu la maturité, j'aurais pas eu l'expérience, etc. Et ça m'a donné aussi une certaine légitimité, parce que quand je vais voir des investisseurs, je leur dis j'ai travaillé dans tel groupe, tel groupe, tel groupe. Donc c'est vraiment un bagage que je valorise. Mais surtout, ça me permet de me dire, gros ou pas gros, en réalité, il n'y a que l'humain qui fait la différence. Eh ben, franchement, très très belle parole. Si on devait te souhaiter quelque chose pour la suite, qu'est-ce qu'on te souhaiterait? Honnêtement, c'est une question compliquée parce que la seule chose que je souhaite en vrai, c'est de pouvoir faire ma petite vie, de pouvoir apporter mon aide à droite à gauche et de pouvoir vivre tranquillement. Tant que je dors bien, en réalité, j'ai besoin de rien de plus. Ok. Tu fais partie du projet Sans Voix. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi tu as intégré ce projet et quelles sont tes attentes, tes objectifs? Sans voix, pour moi, c'est une parole qu'on m'a donnée et sur laquelle on m'a donné aussi une responsabilité. C'est une voix qu'on a donnée à moi, qu'on n'a pas donnée à d'autres personnes. Donc je le vis avant tout comme une responsabilité, d'accord? Et c'est une opportunité en même temps. C'est-à-dire que il y a plein de personnes qui ont envie de s'engager, de montrer, de pousser des messages. Aujourd'hui, c'est une opportunité à moi qu'on donne et c'est du coup aussi une responsabilité. Pourquoi j'ai rejoint ce projet-là? Parce que pour moi, il fait partie de la continuité aussi de Novae. C'est-à-dire qu'on a essayé d'apporter des choses positives. Aujourd'hui, il y a quelque chose encore plus gros qui s'appelle la plateforme et qui est né par un besoin en plus de la communauté en France. Ben, moi aussi, j'aimerais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice sans ego. Donc, j'apporte, on me demande, j'apporte, tout simplement. Et vraiment, j'espère juste pouvoir contribuer à ma manière, même s'il y a plein d'autres projets à côté. C'est ça qui rend la chose complexe. Mais je pense qu'il vaut mieux apporter un petit peu partout, diversifier, plutôt que de vouloir se donner à fond dans un projet et ne pas se consacrer aux sans-voix. Donc je reste vraiment la porte grande ouverte pour les sans-voix et tous les messages et toutes les actions que je peux faire avec eux, je le ferai avec grand plaisir. Eh ben écoute, Saïd, merci beaucoup pour ce parcours qui, moi déjà, m'a beaucoup inspiré et qui, j'espère, inspirera encore beaucoup d'autres personnes. Je te remercie. On débute le travail ensemble dans le cadre de ce projet. J'espère qu'on ira encore beaucoup plus loin. Merci beaucoup et je te souhaite beaucoup de bien pour la suite. Merci Suat, merci pour le temps consacré. Merci.